Alors, Jean-Claude Saint-Onge, il a fait des études de philosophie à Montréal, à Edmonton et à Aix-en-Provence. Il a obtenu un doctorat en socio-économie de l'Université de Paris. Et il a enseigné l'histoire économique à l'UQAM. Il a milité, c'est un militant très actif au sein d'organisations de gauche, avant de retourner à l'enseignement, encore une fois, de l'économie et de la philosophie. Et maintenant, croyez-le ou non, il est à la retraite. Sur ma feuille, le mot retraite est entre guillemets. Alors, ça veut tout dire. C'est des retraités fort actifs, n'est-ce pas? Donc, il a prononcé aussi de nombreuses conférences au Brésil à l'invitation du Conseil des ministres de la Santé. Et il a fait aussi paraître plusieurs articles et il a écrit 9 livres, dont, je ne vais pas tous vous les nommer, mais entre autres... un qui a eu le prix Orange de l'Agide pour l'envers de la pilule. Et le livre, son dernier livre s'appelle « Tous fous ». Alors, depuis le lancement de cet ouvrage-là, qui a quand même eu un retentissement assez important dans les médias, il est fort occupé à donner des entrevues. Et le 4 juin, entre autres, il aura l'occasion de débattre avec Yves Lamontagne. Vous vous souvenez, psychiatre, ex-président du Collège des médecins. Alors, j'ai vu le mot débattre. Je me suis dit, est-ce que ce serait pas plutôt battre? Vous nous le direz, M. Saint-Onge. Alors, à vous la parole. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier Doris, Gorette et Chloé pour avoir organisé cet événement-là puis m'avoir invité. Quand j'écoutais David faire sa présentation, je me disais, bon Dieu, que ça fait donc du bien d'avoir quelqu'un qui est plus radical que soi. D'ailleurs, vous savez d'où vient le mot radical, hein? Ça veut tout simplement dire prendre les problèmes par la racine. Ça m'a rappelé certains débats qu'on avait dans les années 70-80, à savoir réforme ou révolution. Alors, programme minimum ou programme maximum. Alors, on avait décidé que oui, effectivement, réforme, tant que ça nous renforce, et puis sans oublier quand même l'objectif final. Alors, moi, je vais vous présenter... puisque David vous a présenté le programme maximum, moi, je vais vous présenter le programme minimum. Moi, je pense qu'il faut faire les deux. Comme ça fait un peu moins longtemps que David que je m'intéresse à ces questions-là, notamment la critique, je suis un peu moins écœuré que lui. Alors, donc, je vais procéder de la sorte. Alors, pour commencer, voilà, plutôt que de parler de maladie mentale, parce que moi aussi, j'ai des problèmes avec... cette expression-là, je préfère parler de détresse psychologique. Et quand j'utilise le terme de maladie mentale dans mon livre, je le mets entre guillemets, mais à un certain moment donné, j'ai laissé tomber des guillemets parce que ça devient achalant. La médicalisation de la détresse psychologique, une épidémie de surdiagnostic et de surtraitement. Et comme deuxième thème, surtout, j'ai abordé les essais cliniques comme fondement de la cure chimique. Et on va voir effectivement, je veux dire, que les essais cliniques comme fondement de la cure chimique ne sont absolument pas des fondements de quelque sorte que ce soit. Alors, vous l'avez reconnu, c'est Oprah Winfrey. C'est un pastiche, bien évidemment. Hein? Vous avez un trouble mental, j'ai un trouble mental, tout le monde a un trouble mental, bref, tout le monde est fou. Bon, l'interruption d'un psychotrope, ça, c'est la mise en garde habituelle. Mise en situation, tout d'abord. Hein? Au Canada, les psychotropes sont au 2e rang des médicaments les plus prescrits, alors que 30 ans plus tôt, on ne les retrouvait même pas parmi les 15 premières catégories d'agents thérapeutiques. Et aux États-Unis, ils figurent au 4e rang. Hein, il y a eu, par exemple, une hausse de 114% des neuroleptiques atypiques, les neuroleptiques de 2e génération, comme Seroquel, Zyprexa et compagnie, qui ont été prescrits aux enfants entre 2005 et 2009. Et au Québec, une personne sur 7 est sortie du bureau du médecin avec une ordonnance d'antidépresseurs. En 26 ans, par exemple, la vente des neuroleptiques et des antidépresseurs aux États-Unis a fait un bond de 4800%, ce qui est absolument extraordinaire. Et 2 neuroleptiques de 2e génération, Abilify et Seroquel, se retrouvaient au 4e et 6e rang des ventes en 2011.
Alors, les neuroleptiques, bon, je n'ai pas besoin de vous le dire, qui ont été comparés à une lobotomie chimique, sont approuvés essentiellement pour traiter 2% de la population, à savoir bipolarité et puis schizophrénie. Sur le tableau de droite, ce que vous voyez, sur le tableau de droite, c'est que les enfants, effectivement, sont devenus un nouvel Eldorado pour les sociétés pharmaceutiques. Alors, on voit, par exemple, la croissance absolument faramineuse de neuroleptiques qui ont été prescrits aux enfants pour toutes sortes d'états, supposément comme par exemple le TDAH, la bipolarité, la dépression, l'anxiété et compagnie. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Alors, tout d'abord, en élargissant, parce que c'est ça que le DSM fait, en élargissant constamment le périmètre de ce qui constitue une maladie mentale, d'habitude en abaissant les seuils de la maladie mentale. Alors, quand les membres du DSM-4, qui est sorti en 1994, ont abaissé le nombre de critères du TDAH, ils s'attendaient à une augmentation du nombre de cas de 15 %, il y en a eu 200 %. Et ce que le DSM-5 va faire, c'est qu'il va encore une fois élargir la définition parce que les symptômes devront se manifester maintenant avant l'âge de 12 ans, alors qu'auparavant, c'était avant l'âge de 7 ans. Et une étude de l'Institut de santé mentale aux États-Unis vient de sortir qui montrait qu'après 6 ans de suivi, 90 % des enfants qui avaient été médicamentés avaient encore des symptômes. Et non seulement ça, ce qui est intéressant, c'est que les sujets médicamentés sont légèrement plus nombreux à exhiber des symptômes du TDAH que les enfants qui ne l'étaient pas. Et une autre étude canadienne, celle-ci, montrait que la formation des parents est beaucoup plus efficace finalement que le Ritalin pour contrôler les symptômes du TDAH. C'est une étude qui vient de sortir en avril 2013. Alors, vous ne la retrouverez pas dans Tous Fous, puisque Tous Fous est sorti en février ou janvier. Bon, une autre façon, effectivement, c'est de définir finalement une maladie pour étendre le marché. En 1980, le DSM-3 abolissait la distinction entre dépression endogène et dépression exogène. La dépression endogène, c'est la dépression très sévère, ce qu'on appelait la dépression mélancolique à une certaine époque. Et puis, selon les chiffres auxquels il ne faut pas trop se fier, il y aurait 5 à 10 % des gens qui sont déprimés qui souffriraient de dépression endogène. La dépression exogène, c'est la dépression situationnelle. Ensuite, à un coup dur, par exemple, un ouragan, un divorce, etc., vous déprimez. Alors, le DSM-3 les amenait sous le même parapluie, la dépression majeure. Alors, ce qui voulait dire finalement que toute forme de dépression était passible ou était admissible à un traitement médicamenteux. Et jusque-là, jusqu'en 1980, la dépression exogène, situationnelle, ne faisait pas habituellement l'objet d'un traitement médicamenteux. Bon, il y avait des raisons pour ça, c'est qu'en général, la dépression, effectivement, évoluait naturellement vers la guérison, d'une part, puis d'autre part, les effets indésirables des tricycliques, la première génération d'antidépresseurs, étaient tellement redoutables que les médecins hésitaient à les prescrire parce que, notamment en surdose, ils pouvaient causer la mort. Mais tout a changé en 1987-88 avec l'arrivée du Prozac. Une autre façon, c'est qu'on a transformé effectivement les phases normales de la vie en maladie mentale. De vieillir, maintenant, j'en sais quelque chose, c'est devenu une maladie mentale avec le trouble neurocognitif mineur. Le TNM, c'est tout simplement le fait qu'à mesure qu'on vieillit, on a tendance à oublier davantage de choses. Moi, à mon avis, ça fait 70 ans que j'oublie des affaires, puis il me semble que j'en oublie pas plus aujourd'hui qu'hier. Mais ça, c'est un nouveau diagnostic que j'ai attrapé, parce que ça s'attrape, c'est comme les virus. C'est un nouveau diagnostic que j'ai attrapé. L'autre, finalement, le deuxième diagnostic que j'ai attrapé, c'est celui d'hyperphagie boulimique. C'est la tendance, finalement, je veux dire, à manger un peu trop, une fois par semaine, sur 3 mois. Alors, j'ai 2 nouveaux troubles mentaux. Et je suis très fier. Suite à un deuil, ça aussi, c'est dans le DSM-5, si vous éprouvez encore du chagrin après 2 semaines, après 15 jours, vous êtes réputé souffrir de maladie mentale. Auparavant, avec le DSM-4, c'était 2 mois, et encore auparavant, il n'y avait pas de limite. Alors, encore une fois, je veux dire, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie le plus possible d'étendre le marché pour les psychotropes.
il y a une pub d'un fabricant d'anxiolytiques qui montrait une jeune fille qui faisait son entrée à l'université. Et en bas, le message qu'on lisait, c'était celui-ci. « Tout un nouveau monde d'anxiété s'ouvre à vous. » Alors, bravo. J'ai manqué quelque chose. Inscription de nouvelles entrées au DSM. À chaque fois qu'on inscrit une nouvelle entrée au DSM, on assiste à une inflation, sinon à une hyperinflation de diagnostics. Par exemple, les membres du DSM croyaient que le syndrome d'Asperger était un type de comportement qui était très rare. Et en l'inscrivant au manuel, on a constaté finalement, on a assisté à une augmentation de 2000 % des diagnostics. Invention de nouvelles maladies. Bon, la timidité a été transformée en phobie sociale et GSK, le fabricant du Paxil, GlaxoSmithKline, évaluait le nombre de cas en Amérique du Nord et en Europe à 90 millions. Alors, imaginez le marché absolument fabuleux qui s'ouvrait à eux. Et GSK confiait la mise en marché de ce nouveau trouble à une société new-yorkaise de publicité avec des slogans « Vous n'êtes pas timide, vous êtes malade, imaginez être allergique aux gens et le reste est le reste ». L'Association des troubles anxieux en a fait la promotion de la phobie sociale. Alors, qu'est-ce que c'était que l'Association des troubles anxieux aux États-Unis? C'était tout simplement un regroupement entre l'APA, l'Association de psychiatrie américaine, qui est financée jusqu'à hauteur de 30 % par l'industrie pharmaceutique, et un groupe de façade qui s'appelait Freedom from Fear, libérez-nous de la peur. Avant même l'approbation du Paxil, ils en ont fait la promotion. Alors, cette dernière société, Freedom from Fear, était un groupe de façade, c'est ça qu'on a découvert plus tard, financé par GSK. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que très souvent, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vendre la maladie avant de vendre la pilule, et de préférence, bien sûr, par la bouche d'un tiers, parce que ça a beaucoup plus de portée que si c'était, par exemple, fait par GSK lui-même ou par les compagnies pharmaceutiques elles-mêmes. 43 % des femmes de 18 à 59 ans souffriraient de dysfonction sexuelle. Bon. Alors, il faut évidemment montrer que le problème est très répandu et puis qu'il est sous-diagnostiqué. Alors, sans... Elles sont des mauvais maris. Bon. Sans égard au contexte... Attention, M. Saint-Onge, pas de propos haineux ici, là. Sans égard au contexte, il suffisait de répondre... oui, à une seule question sur les 7 pour mériter le diagnostic. Au cours des 2 derniers mois, manquez-vous de désir? Éprouviez-vous des difficultés de lubrification, etc. Alors, sans égard au contexte, par exemple, si vous venez d'accoucher, c'est normal que, bon, dans les 2 derniers mois, effectivement, je veux dire, votre désir sexuel n'est pas très, très, très fort. Et puis, bon, OK, j'ai rien dit. Et on vient d'inventer une pilule, l'Osphena, et puis il y en a un autre qui est en essai clinique à l'heure actuelle, et puis ça va être soumis bientôt à la FDA, et vous allez en entendre parler dans les mois qui viennent. La fabrication de la bipolarité. Bon, les antidépresseurs, on le sait, induisent des épisodes de psychose et de manie, et 8 % des admissions à l'unité psychiatrique, par exemple, d'un hôpital à New Haven, l'étaient pour manie ou psychose associée aux antidépresseurs. C'est connu que les antidépresseurs peuvent effectivement induire des épisodes de manie. Et au congrès de l'APA, le pape de la bipolarité aux États-Unis, Goodwin, qui est un biopsychiatre, et qui blâmait les antidépresseurs pour la multiplication du nombre de bipolaires. Et en outre, leur sort s'est détérioré, chronicité, augmentation du nombre d'épisodes et de déclin cognitif et fonctionnel. Des autres facteurs. Worst Pills, Best Pills aux États-Unis, qui a été mis sur pied par l'avocat des consommateurs et puis par le docteur Sidney Wolf, l'avocat des consommateurs qui est très connu, Ralph Nader.
Et ont identifié 545 médicaments qui peuvent induire des symptômes apparentés à ce qu'on appelle la maladie mentale. Et les personnes âgées, bien sûr, sont plus à risque là-dedans. Par exemple, les psychostimulants et les somnifères peuvent induire des psychoses. Le divalproate, qui était utilisé originellement pour traiter l'épilepsie, mais qu'on utilise aussi beaucoup, très largement dans le traitement de la bipolarité aujourd'hui, peut induire de l'autisme. Et le Propecia, qui est un médicament pour faire pousser les cheveux, puis qu'on utilise aussi pour l'hyperphasie de la prostate, peut induire des symptômes dépressifs. Par exemple, dans le bulletin des effets indésirables de Santé Canada, on raconte l'histoire d'un homme qui a commencé à consommer du Propecia pour se faire pousser les cheveux. 3 mois plus tard, il tombait en dépression. Pendant 4 ans, il a consommé des antidépresseurs. Et 2 semaines après avoir interrompu son Propecia, on suppose que c'est parce qu'il avait assez de cheveux, ces symptômes dépressifs se sont tout simplement volatilisés. Les substances neurotoxiques, c'est une chose qui est très peu étudiée. On commence à comprendre effectivement que ces substances-là sont de plus en plus associées à des symptômes apparentés au diagnostic. Je ne dis pas du TDAH, là, je dis des symptômes apparentés au diagnostic du DSM, comme la dépression, le TDAH, l'autisme. Et des maladies physiques, parades, par exemple, sous le masque de la maladie mentale, et peuvent faire l'objet de faux diagnostics. Par exemple, l'hyperthyroïdie ou l'hypothyroïdie peut être confondue avec la dépression. L'autre jour, je participais à une émission qui était une ligne ouverte, et puis justement, je veux dire, une des intervenantes expliquait que pendant des années, elle a été traitée avec des médicaments extrêmement puissants parce qu'on l'avait diagnostiqué comme étant bipolaire, alors qu'on a découvert finalement que son problème, c'était un problème d'hyperthyroïdie. Et un type d'encéphalite donne exactement les mêmes symptômes que la schizophrénie ou la bipolarité. D'ailleurs, cette histoire-là est racontée par une journaliste qui s'appelle Callahan, Brain on Fire, et qui raconte qu'on l'avait faussement diagnostiqué avec schizophrénie et bipolarité. Et finalement, un neurologue lui a fait subir un test très simple, il lui a fait dessiner une espèce de cadran, il lui a demandé de mettre les chiffres sur le cadran, sur le rond, et puis ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis tous les chiffres à droite. Alors, on le savait finalement, je veux dire que c'était ni la schizophrénie, ni la bipolarité. On ne l'a pas mis dans un scan, on ne l'a pas, en tout cas, fait subir des traitements invasifs, mais un simple test de ce genre-là. Quand les maîtres de la psychiatrie diagnostiques passent au confessionnal, la détresse quotidienne, transformée en trouble mental, représente la réalisation d'un rêve pour le marketing, bien sûr, de l'industrie pharmaceutique. Et la puissance du marketing des sociétés pharmaceutiques, de l'Internet et des organisations de patients ont engendré un nombre de fausses épidémies de mode en matière de diagnostic psychiatrique. C'est Alan Francis qui présidait les travaux du DSM-5. D'ailleurs, il est véritablement monté aux barricades contre le DSM-5. Et d'ailleurs, il assume la responsabilité pour l'épidémie de bipolarité juvénile et du syndrome d'Asperger. Une meilleure, cette fois-ci, nous avons évalué la prévalence des troubles mentaux les plus répandus en nous appuyant sur leur description sans considérer qu'ils pouvaient être des réactions normales et non de véritables troubles. Voilà le problème. C'est Robert Spitzer, président des travaux du DSM-3, qui faisait cette déclaration-là à la BBC 27 ans après l'apparition du DSM-3. Autrement dit, je veux dire, c'est normal d'être inattentif en classe quand on arrive le vent de ville. C'est normal de déprimer quand on a perdu son emploi, qu'on a perdu son conjoint. C'est normal d'être déprimé quand on a été victime d'une catastrophe naturelle, quand on a été victime d'un conjoint violent. Et donner des antidépresseurs, je veux dire, à la femme, n'arrange pas grand-chose si on la retourne dans son milieu. Et selon Spitzer, ces faux diagnostics-là pourraient s'élever jusqu'à 40 %. Autrement dit, 40 %, parce que le DSM-3, je crois, inscrivait 200 nouveaux diagnostics. Et jusqu'à 40 % de ces diagnostics-là, de soi-disant troubles mentaux, étaient tout simplement de faux diagnostics, mais tout simplement des réactions normales aux difficultés de l'existence. Alors, des indices patents
de prescription. En Floride, on a entrepris un programme qui exigeait que les ordonnances de neuroleptiques prescrites aux enfants de moins de 6 ans soient revues par un psychiatre indépendant. Hein, le résultat a chuté de 75 %. À mon avis, les 25 % qui restent ne devraient pas non plus recevoir ces pilules-là. Et 3 psychiatres sur 4, selon une étude, 72 %, en fait, prescrivent des psychotropes, et eux autres même, 8 % admettent ou estiment qu'ils ont la formation nécessaire. L'évaluation serrée de près de 6 000 patients, c'est une étude qui vient de sortir en avril 2013, presque tous sous médication, ayant été identifiés comme déprimés en clinique, montre que 61 % d'entre eux ne remplissent même pas les critères, hein, qui ne sont pas très rigoureux, de la dépression. Et en Angleterre, la prescription d'ISRS a doublé, alors que le nombre de diagnostics de dépression avait diminué. Alors, les patients, parce que c'était pour la plupart de jeunes femmes dans la trentaine, étaient devenues dépendantes, et c'est ce qui expliquait cette augmentation-là. Surdiagnostic et surtraitement du TDAH. Alors, en Allemagne, 3 médecins sur 4 ne tiennent même pas compte de l'ensemble des critères du DSM avant de poser un diagnostic. Et en France, il y a moins de 0,5 % des enfants qui reçoivent un diagnostic de TDAH contre 9, des fois 10 %, les chiffres varient, aux États-Unis, c'est-à-dire finalement 18 à 20 fois plus. Et la France n'utilise pas le DSM quand il s'agit des enfants et des adolescents, mais ils utilisent plutôt la classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent. Alors le TDAH, ce serait finalement, je veux dire, pas un symptôme, mais un trouble, un problème qui serait un problème nord-américain essentiellement. Prescription hors indication. Bon, on sait que les neuroleptiques, entre autres les neuroleptiques atypiques, sont prescrits et promus illégalement pour des affections pour lesquelles ils n'ont jamais été approuvés. TDAH, par exemple, insomnie, colère, anxiété, dépression, agressivité. Et en 2005, David Graham, un de ceux qui a sonné l'alerte à propos du Vioxx, qui a fait de 9 à 18 fois plus de victimes que les pirates du 11 septembre, évaluait que ces prescriptions-là, qui sont particulièrement destinées aux enfants, donc des prescriptions hors indication, non conformes à l'étiquette, et aux vieillards qui sont atteints de démence, étaient à l'origine de 62 000 morts supplémentaires. Or, depuis ce temps-là, on assiste effectivement, encore une fois, je dirais, à l'envol de ces prescriptions hors indication pour les jeunes et les vieillards qui sont atteints de démence. D'ailleurs, les essais des laboratoires montrent, par exemple, qu'ils doublent le taux de mortalité des personnes qui en prennent par rapport à ceux et celles qui sont sur placebo. Et au Canada, environ 30 % des pensionnaires des maisons de retraite se les font prescrire. Et en Colombie-Britannique, ce taux-là grimpe jusqu'à 50 %. On peut dire que c'est une véritable hécatombe. Thomas Insel, qui est le directeur de l'Institut national de santé mentale aux États-Unis, même s'il s'est repris une dizaine de jours plus tard, il a tenté de contenir les débats, il s'est fait taper sur les doigts. Il disait que le DSM n'est même pas qualifié comme outil diagnostique en raison de son manque de validité, notamment parce qu'il est fondé sur des listes de symptômes. Et d'ailleurs, depuis 100 ans, la médecine ne diagnostique plus une maladie à partir de listes de symptômes ou à partir de symptômes, parce qu'une maladie, ce n'est pas un symptôme, qu'on l'a vu tout à l'heure. Voici un graphique qui montre quels sont les... Je m'excuse pour l'anglais, mais je n'ai pas pu faire mieux, le traduire. Alors, les déterminants de la santé, la source, c'est le CDC, c'est le Centre de contrôle des maladies aux États-Unis. Alors, comme on le voit, le principal déterminant en matière de santé, ce sont les structures sociales, puis c'est l'écologie. Les gènes et la biologie interviendraient pour une très faible part. Alors, les comportements, les soins médicaux à une autre part ici, et puis les habitudes de vie ici. Alors, ce que INSEL nous propose de faire, finalement, c'est de tout investir là-dedans.
Hein? Et d'ailleurs, c'était l'objectif du DSM. Le DSM avait comme ambition de développer un nouveau paradigme qui nous permettrait d'aller jusqu'aux causes des troubles mentaux. Alors, et INSEL disqualifie vraiment le DSM. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, la détresse psychologique, c'est surtout là, qu'on la voit. Alors, et puis, ce que INSEL nous dit finalement, c'est que la détresse psychologique n'a rien à voir avec l'écologie, la pauvreté, la solitude, les conflits intérieurs, le culte de la performance, la précarisation de l'emploi, etc., etc. Les grandes questions existentielles qu'on se pose, qui suis-je, où vais-je, qu'est-ce que je veux dans la vie, etc., etc. Alors, ça n'a rien à voir finalement avec ça. Alors, ceci explique peut-être ce qui précède. 68% des membres du DSM-5 avaient des liens financiers avec l'industrie et la même chose pour 90 à 100% des rédacteurs des guides de pratique de l'APA sur la dépression, la schizophrénie et la bipolarité. Alors, voici ce que disait le PDG d'Upjohn, qui a été depuis racheté par Pfizer. Il y a 3 raisons pour lesquelles Upjohn s'intéresse à ces diagnostics. La première, c'est l'argent. La deuxième, c'est l'argent. La troisième, c'est l'argent. Oui. Alors, une industrie qui croule sous l'or. Je ne veux pas faire un petit Bernard Landry de moi-même, mais Horis Sacrafames, qu'est-ce que vous voulez? J'ai une formation en latin, aussi bien l'utiliser, ça n'arrive pas souvent. Un gros avantage, je peux écouter la messe du pape en latin. Horis Sacrafames, c'est la maudite soif de l'or. C'est ça que ça veut dire. Alors, voilà, dans les colonnes orangées, vous voyez, ce sont les taux de profit des compagnies pharmaceutiques qui apparaissent sur la liste des 500 plus grandes entreprises de Fortune. Et là, ici, c'est la moyenne des autres. Autrement dit, l'entreprise pharmaceutique est extrêmement rentable. Et puis, son niveau de rentabilité est 3,6 fois plus élevé que le niveau de rentabilité moyen des entreprises qui se retrouvent sur la liste du magazine Fortune. Les fondements de la cure chimique des essais biaisés et manipulés. Alors, les essais randomisants en double aveugle. Bon, je pense que tout le monde est au courant un peu de ce que c'est. C'est-à-dire qu'on prend, par exemple, un groupe de personnes, on le divise en deux. Un premier groupe est soumis à un traitement, un médicament, par exemple. Le deuxième groupe prend un placebo. Je simplifie, mais c'est à peu près ça. Alors, le journal d'épidémiologie clinique se pose la question, est-ce que les essais randomisés en double aveugle sont véritablement la règle d'or, parce que c'est comme ça qu'on les annonce, ou est-ce que c'est un veau d'or? Alors, autrement dit, est-ce qu'on a vraiment affaire, avec les essais cliniques randomisés, à une médecine qui est fondée sur les preuves? Alors, j'aligne dans TousFou une douzaine de raisons, et j'en ajoute quelques autres, pour lesquelles il ne faut pas se fier aux essais cliniques. Bon, des essais favorables aux commanditaires. En général, les essais cliniques qui sont commandités par l'industrie pharmaceutique sont 3 à 4 fois plus susceptibles de fournir des résultats positifs que les essais indépendants. Et puis, les essais, bien sûr, d'un commanditaire, d'une société pharmaceutique, montrent toujours systématiquement que son produit est supérieur à celui du concurrent. Par exemple, 5 essais financés par le fabricant du Zyprexa, qui fabrique également le Prozac, concluaient à sa supériorité sur le Risperdal. Et dans 3 des 4 essais financés par le fabricant du Risperdal, ce médicament était supérieur au Zyprexa. C'est bien sûr impossible. Suppression des résultats gênants. Dans les années 90, GlaxoSmithKline a organisé 2 essais cliniques pour tester son médicament, le Paxil, chez les jeunes qui étaient déprimés. Alors, le premier essai montrait que le médicament était moins efficace que le placebo, puis le deuxième, que le placebo était plus efficace que le médicament. Et les participants sous Paxil étaient 3 à 4 fois plus susceptibles de développer des idées et des pensées suicidaires. Bon, par la suite, GSK a organisé d'autres essais cliniques, 5-6, avec toujours les mêmes résultats désastreux. Alors, ce que la compagnie a fait, c'est qu'elle a commandé un article à une firme spécialisée
la fameuse étude 329 dont on parle beaucoup dans la littérature, et on concluait finalement que le Paxil est bien toléré et efficace. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé les deux principaux critères d'évaluation. Un de ces critères-là, c'est qu'il fallait effectivement, je veux dire que, par exemple, les patients qui étaient sous Paxil ou les gens qui étaient sous Paxil devaient démontrer qu'ils avaient eu une réduction de 50% de leurs symptômes. Et d'ailleurs, ce n'est pas limité finalement aux médicaments psychothérapeutiques, mais on retrouve ça partout dans les essais cliniques. Il y a au moins, selon le journal de l'Association médicale canadienne, un critère principal qui est changé dans 62% des essais. Alors, ce qui nous fait douter très sérieusement, finalement, des résultats de ces essais cliniques-là. Et GSK a la mémoire courte parce qu'il testait encore le Paxil en 2010 sur des enfants japonais. Comparaisons inadéquates. Hein? Comment discréditer un vieux médicament bon marché en faveur d'une nouveauté dispendieuse? La comparaison Zyprexa-Aldol. Les patients ont reçu des surdoses d'Aldol de 4 à 20 fois plus élevées que les doses recommandées. Alors évidemment, le résultat, c'est que ça accentuait les effets indésirables et puis les taux d'abandon pour l'Aldol. Et en comparant les doses les plus fortes d'Aldol et de Zyprexa, la RAMQ payait le Zyprexa, le produit de Marx, le produit de marque, 100 fois plus cher. Un cachet de Zyprexa se vendait 15,74 et un cachet d'Aldol 13 cents. 13,74 puis 13 cents. Rétention des données. Hein, au début, quand on a mis au point le Zyprexa, on a organisé 4 essais cliniques qui ont donné naissance à 234 publications élogieuses au sujet du Zyprexa et qui étaient en majorité rédigées par des employés de la compagnie. 234 articles louangeurs. On dirait qu'il y a un phénomène de masse qui est en train de se produire. Alors, mais silence complet, bien sûr, sur le fait que, par exemple, le taux qu'on avait enregistré dans cet essai-là un taux de suicide le plus élevé de tous les essais, historiquement, en matière de schizophrénie. Et dans un procès contre Johnson & Johnson, qui est le fabricant du Risperdal, le docteur Joseph Glenmullen, qui a écrit quelques livres sur le sujet, avait pris connaissance de 3 essais cliniques qui avaient été organisés par la compagnie et qui montraient qu'environ 50% des patients avaient contracté le diabète après 1 an. Alors évidemment, ces données-là n'ont jamais été transmises, bien sûr, aux autorités sanitaires, ni aux médecins, et encore moins aux patients. Bon, peut-être une petite parenthèse sur les neuroleptiques. Alors, si les neuroleptiques, effectivement, sont utiles lors des crises et pour stabiliser les patients atteints de pathologies les plus lourdes, leur utilisation au long cours change complètement le portrait. Une étude indépendante, je dis indépendante, pourquoi? Parce qu'elle n'était pas financée par l'industrie pharmaceutique, mais c'est Dilip Jester, qui est le président sortant de l'APA, qui était le chercheur principal de l'étude. APA qui est financé par l'industrie pharmaceutique. Alors, montrait que près de 80% des schizophrènes, 78% en réalité, avaient interrompu leur médication après 2 ans, à cause de leur manque d'efficacité et à cause de leurs effets toxiques, effets qui étaient insupportables, et les autres 20% ne s'étaient pas améliorés. Bon, ça, on le savait depuis au moins 2005, avec 2 autres études indépendantes, une américaine, Katie, puis l'autre, Cutlass, qui a été réalisée en Grande-Bretagne, mais on le savait encore bien avant ça. Et ce qui est tout à fait ironique là-dedans, c'est que l'AP1 recommande de traiter la schizophrénie avec des antipsychotiques de 2e génération. Mais c'est tout simplement qu'on ne pouvait plus faire autrement, c'est-à-dire que la vérité, finalement, je veux dire, devait éclater, puis l'APA ne pouvait plus, finalement, maintenir la position qu'elle avait toujours maintenue jusque-là. Et puis, évidemment, je veux dire, parce que les patients abandonnent leur médication, ce sont de mauvais patients. Bon, les effets indésirables des neuroleptiques conventionnels, après 10 ans, par exemple, Parkinson,
parkinsonisme, dyskinésie tardive, acathysie. Acathysie, c'est tout simplement qu'on devient extrêmement agité. C'est comme si on vous injectait de la poudre à gratter par intraveineuse. Dyskinésie tardive, selon la durée du traitement, parce qu'effectivement, je veux dire, les effets indésirables augmentent avec la durée du traitement. Après 5 ans, 31 après 25 ans, 68 Effets indésirables des neuroleptiques atypiques, ils s'accompagnent sensiblement, parce qu'ils ont été annoncés comme créant beaucoup moins d'effets extrapyramidaux, mais à mesure, effectivement, que leur utilisation s'échelonnait dans le temps, on se rendait compte qu'ils ont des effets indésirables au niveau des effets extrapyramidaux extrêmement importants, quasiment autant, finalement, que les neuroleptiques conventionnels. Mais en plus, ils peuvent causer le diabète, augmenter le poids de 9 à 63 kg, hausser les taux de triglycérides et de cholestérol. Alors, je dis une statine avec ça. Pourquoi? Parce qu'on vient de découvrir, effectivement, je veux dire que les statines, qui sont des réducteurs de cholestérol, peuvent causer le diabète. Aux États-Unis, on estime, par exemple, qu'il y a eu 100 000 nouveaux cas de diabète à cause des statines. Et Santé Canada vient d'émettre une mise en garde sur les statines, effectivement, à l'effet qui pourrait causer le diabète. Et d'ailleurs, je rencontrais une connaissance, il n'y a pas tellement longtemps, qui a été diagnostiquée bipolaire, qui s'est retrouvé très souvent à l'hôpital. Je crois qu'il a fait 8 séjours à l'hôpital. Et puis, on lui prescrit non seulement du Divalproate, mais également du Zyprexa. Et puis, comme par hasard, une statine. Alors, les neuroleptiques de deuxième génération augmentent le risque de mort cardiaque subite, d'AVC chez les patients qui souffrent de démence, d'hospitalisation et de mortalité chez les 65 et plus, de psychose tardive, d'atrophie du cerveau, de développement des seins chez les garçons. Alors, le biais de sélection dope l'efficacité. Il y a 74 études sur les antidépresseurs qui ont été soumises à la FDA pour obtenir une autorisation de mise sur le marché. Alors, sur ces études-là, comme vous le voyez, il y en avait 33 qui étaient négatives, qui n'ont jamais été publiées, 4 qui étaient discutables, mais qui ont été publiées en leur donnant un tour positif, comme on l'a vu par exemple avec l'étude de GSK sur la dépression chez les jeunes, et 37 études positives qui ont été publiées. Alors, 94 des études publiées montraient un avantage de l'antidépresseur sur le placebo, et en incluant les études négatives et non publiées, y compris les 4 là, ici, l'avantage se réduisait à 51 Zoloft, par exemple, qui est fabriqué par Pfizer, a soumis 6 études à la FDA pour approbation de son médicament. Il y en avait 4 qui étaient négatives. Et Celexa, sur 5 études, il y en avait 3, effectivement, je veux dire, qui étaient négatives. Alors, une note de service de la FDA demandait de ne pas informer les médecins et les patients des effets des études négatives pour ne pas les effrayer. Et voici ce que disait le sénateur Charles Grassley, qui est pourtant un républicain et qui préside le comité de surveillance des dépenses gouvernementales. La FDA a entretenu des relations trop intimes avec les fabricants de médicaments. Autrement dit, ils couchent dans le même lit. Bon, c'est peut-être le plus gros conflit d'intérêts, je veux dire, qu'on puisse imaginer, parce qu'une bonne partie, à peu près 40-50 du salaire des scientifiques de la FDA, comme celui des scientifiques de Santé Canada, ça a déjà monté jusqu'à 70 ça a baissé maintenant, vient de l'industrie pharmaceutique. C'est comme si je payais un juge pour rendre son jugement sur moi-même. Répartition biaisée des patients. L'essai TAD qui testait le Prozac chez les adolescents. On a mis dans le groupe Prozac, par exemple, 6 des jeunes qui étaient atteints de dépression chronique mineure, 16 dans le groupe sous thérapie cognitivo-comportementale et 11 dans le groupe placebo. Alors, bien sûr, c'était pour mieux faire paraître le Prozac et puis pour, bien sûr, également mal paraître la TCC. Manque de représentativité. Bon, les patients qui participent aux essais cliniques, ce n'est pas seulement dans ce domaine-là, mais les patients sont triés sur le volet.
Un psychiatre de Brown, par exemple, a identifié 346 patients qui avaient fréquenté son hôpital et puis il leur a appliqué les critères de participation à un essai clinique. Alors, il a constaté que de 66 à 85 des patients, finalement, auraient été disqualifiés. Alors, d'où l'impossibilité, finalement, d'étendre les résultats des essais cliniques à l'ensemble des patients. Écrémage des résultats. Alors, comme vous le voyez, ça ressemble beaucoup à une boîte de Tide, hein? C'est une boîte de Tide, mais avec du Prozac par-dessus. Alors, pour finalement vous débarrasser des blues, de la dépression, aussi facile que de faire une brassée de linge. Bon, un essai multicentre du Prozac soumis à la FDA montrait une différence de 3 points avec le placebo. Les données publiées rapportaient une différence de 15 points. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ça? C'est tout simplement que l'essai regroupait 245 patients et l'article rapportait les résultats de 27 d'entre eux. La levée du double insu. Bon, le double insu, c'est-à-dire que le patient ne sait pas s'il prend le placebo ou le médicament, la même chose pour le médecin. Alors, on les maintient dans l'ignorance du produit qu'ils reçoivent. Pourquoi? Pour éliminer les anticipations positives de leur traitement. Et la plus vaste étude du genre, finalement, démontrait que 80 des patients et 87 des médecins identifiaient clairement qui prenait la substance active et qui recevait le placebo. Alors, évaluation biaisée des résultats par omission des effets indésirables. Le Barclay Side Effects Rating Scale sur le TDAH omet toute question sur les comportements inhabituels comme les hallucinations. Et on omet de poser des questions sur les effets des antidépresseurs sur la libido. Les dépliants qui sont destinés aux patients taux de problèmes sexuels de 2,5 %, alors que les patients rapportent des taux de 60 à 90 %. D'ailleurs, si vous allez dans une pharmacie, par exemple, une grande chaîne de pharmacie, vous prenez par exemple le dépliant sur le Paxil, 30 mg, tout ce que vous voyez, c'est les effets indésirables les plus banals, comme par exemple constipation, éjaculation anormale, et puis 3-4 autres de ce genre-là. On ne fait jamais état, par exemple, de la suicidalité, du fait que, par exemple, un nombre assez important de patients qui prennent ces médicaments-là, particulièrement des jeunes, vont développer des idées des comportements suicidaires, les effets hépatiques, coma, etc., 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 etc. Quand vous prenez la monographie du Paxil, c'est à peu près 70 pages, vous avez 20 pages d'effets indésirables. Alors, je ne sais pas pour toutes vous les mentionner, ça prendrait 2 heures. Les effets indésirables sont systématiquement sous-estimés. Une étude qui a été réalisée dans un hôpital du Rhode Island, par exemple, révélait que les patients signalent jusqu'à 20 fois plus d'effets indésirables et 2 à 3 fois plus d'effets très fréquents ou très ennuyeux que ceux que les psychiatres consignent dans leur dossier. Et quand la manipulation subtile fait place au mensonge effronté, quand Lilly a voulu faire approuver le Prozac en Allemagne, tout d'abord, on a refusé par 2 fois de l'approuver. Alors, le médecin qui avait été embauché par la compagnie se plaignait que le quartier général lui avait demandé de remplacer chez les patients qui testaient le Prozac les expressions « idées suicidaires » par dépression et « tentative de suicide » par surdose. Et par la suite, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir des articles dans les journaux médicaux, plein d'articles dans les journaux médicaux qui disent « vous voyez, je veux dire, c'est pas vrai, je veux dire que les antidépresseurs induisent des idées et des pensées suicidaires. » En général, évidemment, ces articles-là sont rédigés par des médecins, des psychiatres qui reçoivent des fonds de l'industrie pharmaceutique. Et dans les rapports qui étaient soumis à la FDA, par exemple, pour le Paxil, les scientifiques de l'agence ne comprenaient pas le sens de l'expression « l'habilité affective ». La réponse de la multinationale, tentative de suicide. Autrement dit, dans les essais cliniques, on déguise systématiquement les idées et les pensées suicidaires et les comportements suicidaires. Autre limitation, durée limitée des essais. Les antidépresseurs, les essais, ça dure normalement de 4 à 6 semaines. Il y a dans les essais cliniques aussi ce qu'on peut appeler un effet de prise en charge. C'est-à-dire que les patients sont interviewés, ils sont suivis, ils sont mesurés, et c'est plus véritablement que l'effet placebo. La comparabilité des groupes. Avec
la délocalisation des essais cliniques un peu partout dans le monde, particulièrement en Inde, en Russie, au Kazakhstan et compagnie, les différences ethniques, climatiques et puis de style de vie vont aggraver le problème de la comparabilité des groupes. Alors, quelle est la validité finalement des résultats de ces essais cliniques-là? Et il y a 1% des essais qui ont été réalisés en 50 ans, des 2000 essais qui ont été réalisés en 50 ans en matière de schizophrénie, qui sont de haute qualité. Voici ce que disait la docteure De Angelis, qui était rédactrice en chef du journal de l'Association médicale américaine. « Je veux démontrer comment elles, les sociétés pharmaceutiques, manipulent les données et pourquoi nous devons être cyniques à leur sujet. » Et ce que David Ely, qui est un psychopharmacologue qui a écrit une vingtaine de bouquins, qui était un des premiers à remettre en cause les antidépresseurs dans le développement des idées des comportements suicidaires, les données publiquement disponibles sont à peu près sans valeur. Bon, je vais terminer avec quelques alternatives au traitement pharmacologique. Bon, évolution sur 15 ans de 145 patients psychotiques recrutés dans les hôpitaux et stabilisés aux neuroleptiques, médicamentés versus non médicamentés. Alors, comme on le voit, les patients, finalement, qui ont interrompu leurs médicaments, s'en tirent mieux que ceux qui ont continué à prendre leurs médicaments. Vous allez me dire, c'est normal puisque ceux, effectivement, qu'on retrouve ici en rouge, avaient des états qui étaient un peu plus sévères que ceux-là. Mais si vous regardez les sous-groupes, finalement, même, par exemple, les patients qui ont été suivis sur 15 ans, ils ont été suivis sur 20 ans même. Je ne l'ai pas encore là, sur le graphique, et puis les résultats sont les mêmes. Même, par exemple, ceux qui avaient des conditions qui étaient moins importantes, qui avaient des états moins importants, et qui ont interrompu leur médication, l'analyse, je mets ça là, mais c'est pas là, pantoute, là, vous ne le voyez pas. Là. Donc, s'en tiraient mieux, finalement, que ceux qui avaient des symptômes plus importants, mais qui avaient continué leurs médicaments. Et la prochaine diapositive, on voit les taux de rémission ici de ceux qui étaient non médicamentés, qui étaient beaucoup plus élevés finalement que les taux de rémission de ceux qui étaient médicamentés. Une approche intégrée qui met l'accent sur le psychosocial, qui met l'accent aussi sur la volonté des patients de guérir, sur les démarches que les patients peuvent entreprendre eux-mêmes. Le projet Open Dialogue en Finlande, qui est aujourd'hui étendu à l'échelle du pays, a conçu une thérapie qui combinait les visites à domicile, la mobilisation de l'entourage, c'est-à-dire les parents, les amis, même le directeur d'école, par exemple, et une utilisation prudente, sélective et parcimonieuse des neuroleptiques. Alors, après 5 ans, 86% des participants étaient de retour sur le marché du travail ou de retour aux études. 29% seulement avaient utilisé des neuroleptiques et 14% étaient toujours sous neuroleptiques et recevaient des prestations gouvernementales. Et le 388 à Québec, c'est l'adresse civique, a adapté la psychanalyse. On peut faire beaucoup de reproches à la psychanalyse freudienne, et effectivement, je crois que c'est vrai, mais ils ont adapté donc la psychanalyse freudienne au traitement des psychoses, et après 3 ans, les taux d'hospitalisation avaient diminué de 90%. Le projet Awakening au Minnesota. Plutôt que de tabler sur l'utilisation des neuroleptiques pour calmer les vieillards qui souffrent de démence, le projet Awakening au Minnesota a misé sur l'aromathérapie, ce qui me rendait sceptique aussi au début, les jeux et les massages. Au bout de 6 mois, on a réussi à éliminer complètement les neuroleptiques et la consommation d'antidépresseurs a été coupée en 2. Et l'expérience du Danemark également est très intéressante à ce sujet-là. Par exemple, au Danemark, il y avait un vieillard de 90 ans qui faisait des crises absolument abominables tous les matins parce qu'il voulait se rendre au travail puis il voulait prendre l'autobus pour se rendre au travail. Alors, ce qu'on a fait, c'est très simple. On ne l'a pas abreuvé de reproches ni de neuroleptiques, on ne l'a pas fouetté. On a tout simplement construit un arrêt d'autobus, un banc,
un horaire d'autobus avec un faux lampadaire. Le vieux, il se rend là tous les matins. Il attend quelques minutes, puis il retourne tranquillement à sa chambre. Et puis, dans les CHSLD, ou ce qu'on appelle des ou l'équivalent des CHSLD, hein, l'alcool coule à flot. Parfois, on mange du saumon fumé, du caviar. Bon, en tout cas, chérie, quand ça m'arrivera, c'est au Danemark que je vais aller. Les alternatives aux antidépresseurs. Bon, pour la dépression légère, modérée, l'activité physique et la thérapie lumineuse pour les blues de l'hiver fonctionnent aussi bien que les antidépresseurs. Et les psychothérapies, par exemple, sont aussi efficaces et mieux, elles coupent les taux de rechute en deux. C'est une étude de l'INSERM qui montrait ça. Et on a examiné 1000 études, 1000 essais, et puis on est arrivé effectivement à cette conclusion-là. Alors, comme vous le voyez sur le tableau qui est à droite, les taux de rechute, c'est une étude qui a été faite en 1986, donc avant l'arrivée des nouveaux antidépresseurs. On voyait que le taux de rechute, on a suivi des patients sur 2 ans. C'est rare qu'on ait des études, effectivement, qui suivent des patients sur 2 ans. Et on voit que, finalement, on a coupé, finalement, le taux de rechute pour les gens qui étaient sous antidépresseurs était de 78 %, et puis sous psychothérapie, 23 % après 2 ans. Et de nombreuses autres études qui ont été faites sur les nouveaux antidépresseurs, la génération Prozac, arrivent à des résultats semblables. Bon, dans son dernier rapport, le commissaire à la santé préconisait d'étendre la couverture de l'assurance maladie aux psychothérapies. C'est à peu près la seule recommandation que je retiens. Et finalement, je vais finir sur... On parle beaucoup de l'industrie de la construction, des maisons de génie conseil, tout ça, c'est pourri. Puis c'est vrai que c'est pourri. Bon, puis c'est vrai que ça ne marche pas. Mais c'est rien à côté de ce qui se passe aux États-Unis avec l'industrie pharmaceutique. C'est la palme d'or, effectivement, de l'industrie la plus corrompue. Alors, en l'espace de 6 ans, les mondiales du médicament ont été condamnés par la justice américaine à verser 20 milliards de dollars pour fraude, promotion illégale, hors indication, donc, corruption de médecins pour les encourager à prescrire leurs produits souvent hors indication, surfacturation de Medicaid et Medicare, les programmes gouvernementaux d'assurance, avoir enseigné à des médecins à truquer les diagnostics en vue d'un remboursement. Abbott a été condamné, par exemple, à 1,6 milliard de dollars, et elles ont également payé des milliards de dollars en indemnités aux patients ou à leurs familles. Et les psychotropes, particulièrement les neuroleptiques de 2e génération, constituaient une part très importante de ces condamnations-là. À elle seule, Pfizer, qui est considéré comme le premier des géants mondiaux du médicament, a fait l'objet de 14 condamnations pour des infractions aux lois civiles et pénales depuis le début du siècle pour fraude, racketeering, ça vous rappelle quelque chose, corruption de médecins et fonctionnaires étrangers, promotion illégale de médicaments et beaucoup d'autres accusations. Et en 2009, elle a été condamnée à verser 2,3 milliards de dollars à différents niveaux de gouvernement, notamment pour la promotion illégale du Bextra, qui est le petit cousin de Vioxx finalement, et du Zeldox. Zeldox ou le Géodon. Alors, notre engagement envers des pratiques d'affaires éthiques est absolu. Voici ce que déclarait une porte-parole de Johnson & Johnson. Et une autre porte-parole de Pfizer, l'intégrité est une priorité absolue chez Pfizer. Alors, tout ce qu'on peut opposer à ça, c'est ce que Dalida disait, parole, parole, parole. C'est pas souvent que je cite Dalida, mais... Bon, les bienfaits, les limites des médicaments. Voici ce que Alan Roses, qui était vice-président de GSK à Londres en 2003, disait. Considérons que plus de 90% des médicaments fonctionnent chez 30 à 50% des gens. Si on est conservateur, disons 40%. Les médicaments, c'est un marché mondial aujourd'hui de à peu près 1 billion. Ça veut dire qu'on jette par les fenêtres à peu près 400-500 milliards par année.
hein, 400-500 milliards par année. Et tout récemment, Even et Debré, puis Debré, ce n'est pas un excité, là, c'est un député UMP. Il a déjà été ministre dans le gouvernement de Balladur, qui n'est pas tout à fait un gouvernement de gauche. Ont sorti leur grosse brique sur 4000 médicaments, puis ils admettaient là-dedans que 50% des médicaments sont complètement inutiles, que 15% sont très difficilement tolérables, et puis que 5% ont des effets indésirables extrêmement graves et peuvent tuer. Alors, la croyance en la toute-puissante organicité a transformé finalement la misère sociale, les réactions normales face aux difficultés de l'existence en déséquilibre chimique, en théorie qui n'ont jamais été validées. Et ce qu'a fait la biopsychiatrie, c'est qu'elle a naturalisé la détresse émotionnelle, réduit l'être humain à sa dimension physiologique, en reléguant aux oubliettes ses dimensions psychiques et sociales. Alors, pour terminer, une image inspirante, on ne peut profiter du soleil, c'est Jonas Salk, l'inventeur du vaccin contre la tuberculose, alors, qui a refusé de prendre un brevet sur son invention, et on estime qu'il a renoncé en faisant ça à des revenus de 7 milliards de dollars. Il disait, de toute façon, en tant que médecin, je gagne assez cher, je n'ai pas besoin de ça. Merci. À votre santé, une santé qui n'est pas sous l'influence indue de l'industrie pharmaceutique. Bon, alors, ne vous levez pas. La pause viendra un peu plus tard. Je sais que nous ne vivons pas dans un pays civilisé où on fait une petite sieste, normalement, après le repas, ce qui aide la digestion à faire ses ravages. Mais bon, oui, voilà. Alors, comme je vous dis, nous allons faire la pause un petit peu plus tard. Alors, nous allons passer immédiatement aux réactions, commentaires, face à cette description implacable de nos ennemis, les compagnies pharmaceutiques. Alors, allez, madame. Ouvre le micro si ce n'est pas fait. Il est correct? Oui, oui, voilà. Yeah. Habituellement, je n'ai même pas besoin de micro. Mais d'abord, c'est assez déprimant. C'est assez pour être déprimé, cette information-là. Tu es une petite pilule? Ça a été une réaction après avoir lu le DSM. Oui, bien, c'est ça. Mais moi, je l'ai fait après. Je me bats contre le DSM. Les gens ici le savent depuis que ça a commencé, cette affaire-là. C'est juste une information à propos de Open Dialogue. Si vous voulez de l'information, et c'est très, très intéressant, vous pouvez le googler. Moi, je me sers de Yippee, que je trouve plus intéressant. Open Dialogue. Il est plus difficile maintenant à trouver que c'était avant, mais si vous allez sur le site de National Empowerment Center aux États-Unis, vous avez là un lien qui est très bon sur le Open Dialogue, qui est absolument extraordinaire. C'était juste cette information-là. Puis merci, même si c'était déprimant. En tout cas, merci beaucoup. Oui, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Burlington, il y a un projet pilote maintenant qui est en cours à Burlington pour imiter ce qui a été fait avec Open Dialogue. Ah oui, puis il y a une autre chose que je voulais vous dire, c'est que le projet Soteria, qui est un vieux projet, qu'un médecin qu'un psychiatre avait commencé. Là, ça y est, le nom je viens de perdre le nom en vieillissant. Soteria, c'est pas grave s'il y a un diagnostic en santé mentale pour ça. Oui, mais avec la vieillesse, Lorraine, j'ai gagné quelques affaires, j'en ai perdu d'autres. Mais Soteria, c'est une maison de crise où les intervenants, ou en tout cas, les intervenants et les gens qui y vont habitent tous au même endroit, ont tous les mêmes droits, font tous les cuisines ensemble. Et les médicaments ne sont pas
ils n'utilisent pas de médicaments, à moins qu'il y ait vraiment une grosse crise danger là, sérieux. Mais dans le premier sotéria qui n'existait plus, c'est arrivé une fois en 5 ans. Ça a été fermé par le gouvernement des États-Unis. Il y en a maintenant un en Alaska et il y en a un qui s'ouvre aussi bientôt au Minnesota. J'en parle d'ailleurs dans Tous fous. Ouais. Sotéria. Alors, n'oubliez pas de vous identifier. Alors, merci, M. Saint-Onge. Mon nom... Oui. Mon nom est Yannick Lepage. Je travaille dans un groupe de défense de droit pour la région de la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Alors, je suis, contrairement à madame qui, elle, a vécu ça comme une déprime, moi, je l'ai vécu comme un élan. Ça me donne le goût de continuer de travailler, à justement informer, puis à défendre davantage les droits de ces personnes qui sont souvent victimes de cette puissance pharmacologique. Les questions sont de l'ordre... Compte tenu de la puissance des propos contradictoires que vous tenez aujourd'hui, que vous nous informez, on est des gens qui sont critiques, on était quand même passablement au courant. Donc, les propos contradictoires en ce que vous dites, ce que vous écrivez dans les documents, versus ce que nous avons toujours su ou ce qu'ils ont toujours voulu nous faire croire. Est-ce que, à partir de ce constat-là, est-ce que vous avez reçu des menaces de toutes sortes? Est-ce que vous avez eu une muselière... de toutes sortes de façons de ces gens-là qui, à quelque part, sont souvent les pires mafiosos que nous connaissons, avec lesquels nous fréquentons peu? J'ai eu une lettre de menace d'une grande société pharmaceutique, oui. Mais moi, ils ne peuvent pas me faire perdre ma job. Je travaille pas. Oui, effectivement. Et puis, dans les congrès médicaux, j'ai participé à quelques congrès médicaux. Et puis... Là, vous voyez, vous avez une lignée là, de médecins qui travaillent pour des sociétés pharmaceutiques qui viennent me porter la bonne parole et puis qui viennent essayer de détruire, évidemment, je veux dire ce que je viens de dire. Alors, il y a des pressions comme ça, de ce genre-là, mais une lettre de menace là, sérieuse d'une société pharmaceutique. Donc, c'était des lettres de poursuite, de diffamation, dans le sens que si vous menace poursuivez... de poursuite. Ouais, c'est ça. Puis l'autre question, c'est juste brièvement, comment êtes-vous arrivé à démontrer tout ça, donc ces recherches bidons, ces recherches faussées? Quelques mots à ce propos pour pouvoir justement mieux me documenter, pour que je puisse mieux vous défendre. En me faisant suer. C'est-à-dire, en lisant énormément d'essais cliniques, là, c'est pas de la littérature passionnante, hein? Et puis c'est extrêmement exigeant, et c'est tout en anglais, en plus. Bon, je veux bien croire que moi, j'ai fait mon bac en anglais, puis ma maîtrise en anglais, mais c'est véritablement par un travail, là, sans relâche. Et puis aussi, j'appartiens à un réseau international de chercheurs qu'on retrouve un peu partout dans le monde, en Espagne, aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, etc., alors, qui m'alimentent beaucoup de données. Alors, et puis par le travail acharné, effectivement. Alors, donc, c'est par ce biais-là. Puis je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen. Et puis moi aussi, comme David, je commence à être tanné de lire ces affaires-là. Là. Alors, mon prochain livre, je ne sais pas exactement sur quoi ça va être, probablement peut-être dans le même domaine, là. Mais c'est ça. Voilà. Okay. Alors, Lucien? Oui, encore Lucien Landry, du Comité des orphelins victimes d'abus. Je ne sais pas si vous êtes un peu au courant de l'époque de Duplessis où il y a eu des milliers d'enfants qui ont fait l'objet d'internements illégaux et même qui ont participé contre leur gré pour fin de recherche au niveau des recherches pharmaceutiques dans les établissements. Ce que j'écoutais tout à l'heure, ça me faisait penser à une réaction. Est-ce qu'on ne devrait pas faire comme une enquête qui se vit au Québec actuellement, la commission Charbonneau? Est-ce qu'il n'y aura pas lieu faire un genre d'enquête comme ça dans le domaine des pharmacies, dans le domaine de la recherche? Ça serait peut-être à réfléchir à ce niveau-là comme suggestion, mais d'interpeller auprès des autorités politiques à cet égard-là qu'il y ait. Parce qu'il faut vous dire, au Québec, ça remonte depuis des années 40-50, qu'il y a de multiples programmes de recherche, et même
collaborant avec aussi, du côté américain, la CIA. Je regarde dans le dossier du Dr. Cameron avec l'Institut neurologique et avec l'Université de Montréal, spécifiquement au département de la psychiatrie, vis-à-vis du dossier des milliers d'orphelins. Et qui, aujourd'hui, par respect, il y en a beaucoup qui sont décédés à cause des recherches qu'ils ont faites. Alors, c'est une réflexion quand même que j'apporte. Il n'y aura pas lieu, peut-être, nous, comme démarche à faire, comme exiger une véritable enquête, une commission, quelque chose comme ça. Merci. Alors, Céline? Oui, Céline Cyr. Ce serait pour un petit complément d'information et un petit commentaire. Donc, je suis militante et puis je fais partie de la RUCI SMC, une alliance de recherche communauté université, l'école de service social à l'Université de Montréal, Brésil, Canada, Québec. Et ce que je voulais dire, c'est que par rapport à Open Dialogue, pour faire un petit bout sur Louise Forest, ce qu'elle a dit, vous pouvez avoir la vidéo, comment ça se passe. À Open Dialogue, c'est gratuit, c'est dans plusieurs langues. OK? L'autre chose, c'est vraiment bon, je l'ai regardé je ne sais pas combien de fois. Deuxième chose, c'est que c'est pas étendu à toute la Finlande, mais en Laponie. OK? Open Dialogue en Laponie. Et puis aussi, on a nos petits Open Dialogue aussi au Québec de différentes façons. Même si c'est des approches qui sont différentes, on accompagne quand même la souffrance des personnes sans psychiatriser. J'étais contente de voir 388, donc les ressources alternatives, mais aussi dans notre passé récent, je pense à la clinique Pointe-Saint-Charles, Lorraine, où est-ce qu'il y avait le choix d'accompagner les gens sans qu'ils aillent à l'hôpital psychiatrique. Et comme clinique, c'était organisé en fonction de les accompagner. Lorraine pourrait le décrire mieux que moi. Et puis, je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Oui, c'est ça. Il y a d'autres organismes aussi, comme le Pavois, par exemple, à Québec. Oui. On va les voir tout à l'heure. Oui. Bon. Encore une fois? On compte pas les fois. OK. Bon, parfait. Illimité. Donc, moi, je voudrais amener encore une fois le propos sur un regard sur les familles. Au Québec, il y a un mouvement famille. Et ce que je trouve aujourd'hui, pour connaître pas mal de monde ici, puis vous autres qui donnez les discours, j'ai l'impression qu'on se parle entre... on prêche à des convertis. Bon. Pour la plupart d'entre nous. Bien sûr, il faut toujours répéter, on ne sait jamais tout, mais moi, ce que je nous mets au défi, parce qu'on le sait, plusieurs organismes familles, vous le savez, sont associés à un paquet de pharmaceutiques pour appuyer. Là, il y a juste moi qui peux dire ça. Enfin, je passe partout, là, puis j'ose dire des choses qui ne se disent pas souvent. Mais malheureusement, quand on laisse aller ces choses-là, ben, ce sont nos proches qui en payent le prix au bout du compte. Puis, parce qu'on n'est pas solidaire des familles collectivement, regardons-nous, pointons vers nous. C'est bon de dire les familles, font ci, font ça, mais mettons-nous à leur place, là, 24 heures sur 24, alors qu'on n'intervient pas auprès de la personne, ou on ne donne pas de soutien, ou on ne donne pas d'emploi, ou tout ça, on le connaît. Ben oui, ils vont encourager la pilule parce que ce ne sont pas des surhumains. Donc, je nous mets au défi de tout ce qu'on sait, de ce que vous savez, de ce qu'on apprend, de le transmettre. Essayons d'aller dans les groupes familles, essayons d'être invité, premièrement, ça sera déjà bon, pour venir partager ces propos-là. Parce que, à mon avis, c'est sérieux. Ça concerne tous les gens ici et les gens qui ne sont pas ici, la population en général. Donc, allons-y, osons aller au-devant plutôt qu'être toujours les uns contre les autres, parce que c'est des vies humaines là, dont il s'agit. Voilà. C'est une invitation que je nous donne. Parfait. Alors... J'allais dire, oui, nous sommes entre convertis, mais il ne faut jamais sous-estimer l'influence chez les convertis eux-mêmes des idées dominantes. On est pénétré de ça aussi et que les convertis ont besoin d'oxygène. Je pense qu'aujourd'hui, on sent ça. Là, alors, et d'arguments, des fois. Oui. Alors, Jacques? Président Obama, il y a une couple de jours, a annoncé un programme de
plusieurs milliards, je ne me rappelle plus combien de milliards, là, mais pour faire une cartographie du cerveau. Étant donné le passé dans le CIA, dans ces recherches sur le cerveau-là, pour finalement manipuler, qu'est-ce que vous en pensez de cet investissement-là? Puis quel effet ça va avoir sur toute la problématique que vous nous avez exposée? Je crois que Tu veux c'est son opinion sur Obama ou sur la cartographie? Sur la cartographie du Merci, cerveau. Je crois que c'est 100 millions. Hein. On rentrerait dans un débat. Obama, c'est 100 millions. Ou peut-être 100 Oui, milliards. il me semble que. Enfin, le budget du NIMH aux États-Unis, c'est 1,5 milliard. Je pense qu'Obama a débloqué 100 millions, ce qui n'est pas énorme, effectivement. Mais disons que moi, il me semble qu'il y aurait des priorités un petit peu ailleurs, là. D'ailleurs, je lisais un article du fondateur de la psychiatrie moléculaire et qui déplorait lui-même que dans les 30 dernières années, il n'y avait pas eu véritablement d'avancée à ce niveau-là. Alors là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de poursuivre dans la même veine. Et puis, le NIMH va réorienter sa recherche dans ce domaine-là, la cartographie du cerveau, en fait, les gènes, etc. Alors, en plus de ça, c'est que 90% finalement de notre génome, c'est le génome de nos bactéries. 90%. Et ça, c'est une chose qu'on connaît très, très, très mal. On commence à peine à comprendre, effectivement, je veux dire, le rôle que jouent nos bactéries dans notre état de santé. Alors, bon, moi, je trouve que je ne suis pas contre la recherche, là, mais il me semble qu'il y a peut-être d'autres priorités ailleurs. Alors, je prendrai les 2 dernières interventions et après, on passerait à l'autre conférencier. Oui, madame? Oui, bonjour, mon nom, c'est Paul Ducier. Puis, je voulais faire un témoignage. Quand j'ai commencé à aller à l'hôpital, ils m'ont donné plusieurs médicaments de suite, arrêter, commencer une nouvelle médication. Puis, là, à un moment donné, j'ai eu des contraintes, des effets secondaires non désirables. Puis, le médecin me disait mais ça va bien ta santé, tu peux pas les lâcher. Mais j'ai été obligée de me m'assiner avec, puis de les lâcher moi-même. Puis 2 mois sans médicaments avant qu'elle comprenne que je voulais d'autres médicaments. Puis là, je prends des médicaments, mais ça me cause des problèmes de santé physique, mais sévères, mais je sais pas si je recommencerais à pas prendre de médicaments. Pour moi, c'est un risque. Mais aussi, quand il essaie de donner de nouveaux médicaments, il arrête sans descendre graduellement, puis c'est long à venir stable. Moi, je voulais revenir, comme je dirais, normal, puis stable. Puis ça a pris énormément de temps, puis c'était dur sur mon physique. Puis ça m'a fait penser à ça, qu'est-ce que vous avez dit aujourd'hui. Mais c'est des problèmes de médicaments. Les psychiatres, ils jouent au docteur comme un petit pusher. Je disais que c'était mon pusher légal. Parce qu'il me donnait des pilules, puis il me changeait à toutes les semaines quasiment, au début. On a effectivement l'impression que c'est du bricolage. Ouais. C'est de l'essai et de l'erreur. On essaie un antidépresseur, ça ne fonctionne pas. On augmente la dose, ça ne fonctionne pas. On ajoute un 2e antidépresseur. Quand ça ne fonctionne pas, je veux dire, on ajoute un médicament, un agent thérapeutique d'une autre classe, etc., etc., etc. C'est véritablement ça. Alors, et puis, effectivement, quand on sèvre la personne brutalement, bien sûr qu'elle va se sentir tout croche. C'est tout à fait normal. Et puis, très souvent, je veux dire, ce qu'on confond, c'est qu'on confond le retour de la soi-disant ou du soi-disant trouble avec les effets du sevrage. Alors, dernière intervention, Céline? Oui, Céline Cyr, j'ai retrouvé mon idée tantôt que je voulais dire. C'est que, je ne vais pas rire dans le micro parce que ça va être très fort. C'est ça, c'est que quand on parle d'alternative, d'accompagnement des gens dans les moments difficiles et tout, c'est que l'effet de l'état thérapeutique dont David Cohen parlait et dont Thomas Saz et tout ça, la médicalisation des problèmes sociaux, un des effets insidieux et pervers, c'est qu'on cesse de croire ou on a oublié qu'on est capable d'accompagner les gens dans des problèmes
dans les problèmes tout court. Et on dirait que l'angle où est-ce qu'on peut recevoir les personnes, les accompagner, se rapetisse de plus en plus. Donc, il y a ça aussi qui est très insidieux. Il y a des pratiques même qu'on a perdues en cause de ça. Et je ne pouvais pas venir au micro, et Loïse Forêt me l'a rappelé, sans parler de la gamme. Je suis autonome des médicaments, ma plug, l'accompagnement au niveau de la médication alternative. Donc, c'est ça. Merci. Bon, alors, merci encore infiniment, M. Saint-Onge, et on parle